bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gorbad, alors vous êtes un peu loin, parlez dans le micro. Vous m'entendez mieux peut-être Oui. Voilà. Alors Gorbad Mijol, vous êtes arrivé par la grande porte dans la bultologie, je crois. Je suis arrivé, on peut le dire, si on peut prendre l'expression de la grande porte, par mes études qui se sont déroulées d'abord par une thèse à Sarajevo, et ensuite le parcours classique, la Sorbonne, Harvard, et ensuite une publication dans les revues spécialisées. Donc pour vous c'est un sujet canonique, on dira. C'est un sujet, on va dire, qui s'est imposé à vous par quoi? Par un stage, par C'est une un lecture sujet qui m'a été évoqué par mon maître de conférence universitaire de Sarajevo, le grand maître Gontrad Milezovic. Je dirais que c'est le sujet qui lie le passé, le présent et l'avenir, tout simplement. D'accord, bon, pour vous, est-ce que vous pouvez résumer rapidement quand même ce que vous avez fait sur la bultologie? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent? Assez peu de choses au final. Je reste dans l'expectative, étant donné que cette science de la bultologie est une science qui évolue sans cesse. D'accord, mais alors actuellement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, je suis au stage d'apprentissage. Oui, d'accord, mais je veux dire, vous avez appris quoi? Je remets en question toutes mes connaissances au jour le jour. J'ai envie de dire que mes théories évoluent au gré des Oui, mais saisons. dans quel sens elles évoluent, ces théories? Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les tenants et les aboutissants de... Vous savez, les bulles volent, parcourent au gré du vent, de l'orientation d'ouest en ouest, autant qu'une girouette. Mon avis diffère d'un sujet à l'autre. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Je vous en prie. Non. Attends, je me suis en... Gorbad Mijol. Oui, Gorbad Mijol. Oui. J'ai quand même publié dans des revues spécialisées. D'accord, alors on reviendra là-dessus, parce que c'est un sujet très intéressant. Alors nous avons avec nous aussi, parce que c'est un sujet de grande, on va dire, géopolitique, c'est un sujet géopolitique. On va passer, Henri, si vous le permettez, à la présentation de notre prochain invité. Je me tourne vers Jean Chrysostome Montemelo. Bonsoir à Jean tous. Chrysostome. Bienvenue dans nos studios. C'est un plaisir d'être là avec vous ce soir. Alors, vous êtes un artiste plasticien, Exactement. Grand vagabond des temps modernes. Absolument. Les 5 continents. C'est ça. Vous avez exposé dans les plus grands musées, dans les plus grandes fondations. Oui. Et vous nous faites l'honneur de votre présence pour justement nous présenter parmi ce florilège d'invités fort appétissants. Et c'est un plaisir. Votre travail, vos derniers travaux concernant la bultologie. Exactement. J'ai travaillé sur la bultologie, ça fait déjà près de 6 ans. J'ai commencé la bultologie très jeune, je me suis intéressé avec les magazines que ma mère recevait, ma mère qui a 86 ans, qui m'a eu à 86 ans, d'ailleurs c'est un phénomène très rare. 86 1986. Non, elle avait 86 ans, elle est née en 1900 et elle m'a eu à 86 ans, j'ai aujourd'hui presque 33 ans, et je travaille la bultologie donc à côté de la naturopathie que j'adore. Ça marche pas. Si, c'est un phénomène très rare. C'était passé dans le périodique. Mais en fait, vous êtes plasticien? Si. Je travaille la bultologie, comme les matériaux qui sont mis à ma disposition par la résurgence des bultolophénomènes, comme on dit. Comment ça se présente? Est-ce que vous pouvez nous décrire une de vos c'est très créations? simple. C'est une création qui a été faite dans une matière, la bultolo. La bultolo, qui est une matière qui est extraite de tous les calcaires que l'on retrouve dans notre région, du sud de l'Argentine à la frontière de la Colombie. Donc, nous extrayons cette matière et nous faisons des statues, des phénomènes. C'est vous qui allez in situ récupérer les matériaux? Non, ce sont des enfants pauvres en général qui vont et qui récupèrent ces matériaux avec leurs pieds, parce qu'avec les mains, ça brûle trop. Et qui ensuite nous fournissent ce matériel que nous pratiquons avec beaucoup d'attention, beaucoup de cuidado et de faire très attention. D'accord, bon, vous exposez, je crois, dans de nombreux... Oui, j'étais à la Kidel de Berlin, c'était il y a 3 semaines, et je vais passer bientôt à Venezia, dans le Palacio San Marco, pour faire une installation juste à côté de Jésus, entre ses pieds et sa croix.
chez Jesus. D'accord. Alors, on a qualifié votre travail d'escroquerie intellectuelle. Il y a eu plusieurs remarques qui ont été faites à ce sujet. J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt critiqué par une certaine frange de l'étude Si, artistique. C'est un phénomène critique. Comme tout art critique aujourd'hui, je pense que ça n'a pas plu le travail que je faisais de critiquer un système, de critiquer la manière avec laquelle on prend soin de la nature. Et c'était tout à fait, c'était absolument ignoble ce qui s'est passé dans ce que j'ai fait et les retours que j'ai eus de la part des institutions administratives ou politiques. Tout ça, c'était un vrai problème pour moi, pour ma personne. Ouais, mais on a quand même dit que vous avez fait quelque chose de qualifié d'art subversif. C'est ça. Ce qui veut dire dans le milieu, en fait, que c'est assez bas de plafond. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi. C'est vous qui je le lis dites. les revues. Quelle revue? Sortez-moi la revue. Non, mais je vais pas vous les. Si vous sortez des sources, éditez-les moi. Ça a été lâché, ça a été dit dans les magazines. Moi, je ne fais que redire ce qui a été dit. Alors, renseignez-vous. Vous en prenez pas au messager. Non, mais c'est pas la peine de faire de votre promotion ici. Vous n'êtes pas là pour ça, d'accord? On est là pour parler d'un sujet de société. La bultologie, c'est hyper important. D'accord, mais vous n'allez pas nous enfumer, comme la dernière fois. Vous n'allez pas nous enfumer. On n'est pas un jury si c'est comme ça, je ne vais pas passer l'heure avec vous. Vous êtes qui, vous, pour me dire des choses Non, mais restez avec nous. Restez avec nous parce que il me semble que Gorban Mijol, vous avez écrit dans votre dernier livre, Comprendre l'Empire, que vous aviez... non mais attendez, c'est pas qu'est-ce qui c'est. Justement, qu'il y avait une espèce d'espace autour de la bultologie qui était de normatif sur le plan des catégories socioculturelles. Vous avez constaté qu'il y avait une stratification du nivellement de l'intellectualisme qui faisait qu'on se retrouvait dans l'espace. La bultologie était un espace conflictuel, de confrontation, de mixité, qui amenait éventuellement à des tensions qui pouvaient conduire à des phénomènes de résurgence. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer J'ai envie de dire tout à fait. La résurgence. De façon didactique, la bultologie a ouvert à des milieux scientifiques différents des cheminements qui les ont amenés à avoir une réflexion au préalable. C'est cette réflexion. Tout à fait, qui a permis d'éclairer le Quidam sur une science qui auparavant était mise sous tutelle. Ne coupez pas Gorban, s'il vous plaît. Il y avait, n'ayons pas parlé le mot, une censure à l'égard de la bultologie pendant des années. Mes chers collègues autour de cette table ne diront pas le contraire. Une censure linguistique qui a en même temps été plus concentrée sur le morphème, sur le signifiant que le signifié. C'est-à-dire qu'on laissait parler les gens, mais on avait enlevé toute signification subversive à la terminologie qu'on laissait employer pour vider le langage de son sens. Vider du sens. Et on se retrouvait avec une sémantique de bas étage. Tout à fait, n'ayons pas parlé mots. Et vous, ça vous prend là Tout à fait. Le fait qu'une émission telle que celle-ci permet d'évoquer la bultologie sous tous ses angles est une preuve qu'aujourd'hui, nous pouvons en débattre. Il faut parler de ces éléments. Il faut parler de ça. Chape de plomb qui, auparavant, ne pouvait même pas évoquer le sujet. Moi, j'écoute comme vous la presse. Il y a lu dans l'article de Les Voici qu'il faisait de la bultologie un phénomène un peu scandaleux. Il ne veut pas parler dans la radio de ces choses de la sexualité, mais la bultologie, pour lui, ça n'exprime que la volonté d'exprimer pour vous, c'est lié. Pour vous, c'est lié. Si, bien sûr. Le monde, c'est les coups. Il y a une convolution entre la sexualité, l'expression de la sexualité. Si, c'est une évidence. Justement, vous avez parlé, vous qui êtes historien de la Navarre, donc vous avez parlé de la délimitation de la frontière des 16 barons qui a été établie en 1273 entre le roi Eneco Arista et les rois de Pampelune. Donc la Haute-Navarre qui s'est inaugurée par Henri IV sous la terminologie sic ad hominem. En castillan tout d'abord, donc une partie de la population chrétienne qui est arrivée après les interventions répétées de Louis le Débonnaire jusqu'à l'Èbre pour expulser les chanoines de Navarre et instaurer donc les massacres son domaine, son domaine royal, c'est vu par les pays voisins interjetés, ce qui a obligé les musulmans et les chrétiens à négocier un accord de paix avec le 13e roi d'Espagne pour
arriver à quoi finalement? C'est un espèce d'accord, mais qui n'a pas en fait satisfait tout le monde. Au final, ils ont partagé une île. J'ai publié en 1982 un livre là-dessus sur Louis le Débonnaire, où à l'intérieur de cet ouvrage, je parlais justement de l'influence navarraine sur tout le pourtour méditerranéen, que ce soit au niveau culturel. Avec le roi Sancho IV de Navarre. Exactement, je vois que vous êtes bien renseigné. J'ai envie de dire que nous devons beaucoup dans l'influence navarraine, à la fois dans la musique, la moyenâgeuse, qui est très inspirée à la fois du luth arabe, qui a été un moyen d'expression du luth dans la musique, la sémantique troubadouresque, n'est-ce pas? Si, l'Occitanie médiévale. L'Occitanie, tout à fait, chers collègues. L'Occitanie médiévale est un exemple concret de cette influence. Voilà. Dans la bultologie contemporaine, nous remarquons qu'il y a des problèmes dans la société parce que nous utilisons ces matériaux qui sont complètement contre la naturomanie de l'homme. On se rend compte que utiliser les bultologies, c'était comme assassiner des chatons le plein soir de Noël. C'est absolument inconcevable. Et je dis que pour traiter de la bultologie, il faut se rendre compte des choses que nous aimons. Au-delà des animaux, au-delà de la bière, au-delà des stylos, il faut aimer. Vous êtes l'historien, donc Gorbat Mijol, je vais lire un passage de votre livre, d'accord? À propos de la bultologie, c'est donc une définition que vous donnez dans votre bouquin. Tout à fait, c'est cela. Donc, la bultologie, donc le modèle même qui peut être utilisé pour les contagions, donc possède certaines restrictions dont je vais parler ici. Les idées, d'une part, sont sans aucune forme quelconque de structure. Souvenez-vous de notre discussion au chapitre 4. De même que nous avons tendance à généraliser des choses qui nous orientent vers certaines croyances, nous sommes des êtres de superstition qui nous propageons, c'est ce qu'on appelle les mèmes, et suivant cette épidémiologie de la représentation, nous façonnons le monde. Alors, voilà, c'est la théorie de la mélancolie de la bulle dont j'aborde les préceptes dans le chapitre qui suit. Dans la bultologie, il y a une douce candeur que les Brésiliens appellent la saudade, c'est-à-dire cette mélancolie qui amène une tendance à avoir la nostalgie d'une certaine façon de vivre, d'une candeur résultante d'une formologie de la bulle. Oui, c'est une dynamique réactionnelle. Une dynamique réactionnelle, tout à fait. C'est exactement le propos du glossaire de mon ouvrage dans l'alinéa B449. Un alinéa un peu difficile. Voilà, c'est la théorie de la mélancolie de la bulle dont j'aborde les préceptes dans le chapitre qui suit. Dans la bultologie, il y a une douce candeur que les Brésiliens appellent la saudade, c'est-à-dire cette mélancolie qui amène une tendance à avoir la nostalgie d'une certaine façon de vivre, d'une candeur résultante d'une formologie de la bulle. Oui, c'est une dynamique réactionnelle. Une dynamique réactionnelle, tout à fait. C'est exactement le propos du glossaire de mon ouvrage dans l'alinéa B449. Il y a une relation translationnelle, vibrationnelle, et voire même rotationnelle des molécules réactives de la bulle. Lorsque vous émettez, si vous voulez, dans une forme oblongue, le soufflement qui va créer cette bulle, une réactivité qui a plusieurs angles. C'est ce qui fait le lien entre la petite échelle et la grande échelle. C'est prendre les peuples pour des réactionnaires qui sont totalement hors de portée de réfléchir sur le domaine de la bultologie. Nous oublions totalement les effets des réactions chimiothérapeute c'est-à-dire qu'il y a une intensité dans ce qu'on va faire avec la bultologie qui va bien au-delà de la condition du peuple. Et moi, quand je l'exprime avec les matériaux, avec les NO2, avec les C, avec les K de les potassium, je l'exprime d'une manière à essayer de redonner la possibilité de faire de la bultologie un art, une volonté qui fait croire que le peuple il veut gagner, même le matin, quand il pleut, la nuit, le soir et le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous pouvons observer toutes les conséquences de la bultologie dans le monde qui nous entoure, mais nous ne pouvons pas oublier que quand on ouvre une bouteille, elle est déjà fermée. Vous savez, si les gens sont si attachés au niveau de la bulle en soi, c'est que la Terre est ronde, tout simplement. L'univers également est redondant.
Vous savez que l'homme est dans le ventre de la mer sous forme de placenta dans une poche d'eau qui est également une forme ronde. Oui. Voilà. C'est un constat qui s'impose de lui-même. Il s'impose de lui-même et dans l'inconscient collectif également, il persiste. Ce qui crée également une affinité de la part du Kidam qui nous écoute et qui n'a pas forcément de connaissances sur la bultologie, mais qui a un affect. J'étais sensible à l'ouvrage de Jean-Christophe Montemello, notamment sur votre chapitre que vous avez consacré à la naturopathie plasticienne. Et je crois que j'étais touché par la sémantique à la fois tendre et à la fois profonde sur un bultophénomène qui me semblait abstrait. Et lorsque j'ai parcouru votre livre, il m'a paru que vous aviez quand même une vision assez darwinienne de la bultologie, chose qui n'avait pas été relevée auparavant lors du dernier colloque international de la bultologie à Genève l'an dernier. C'est-à-dire que j'ai décidé de m'impliquer totalement dans ces phénomènes de bultologie. Je trouve que manier les caractères même, l'essence même de la bultologie, c'est essayer de retrouver une petite partie de tous ces animaux morts que nous avons trouvés les mois de novembre sur les dernières décennies. Et j'aime beaucoup ce que vous dites. D'ailleurs, je pense qu'après l'émission, je vais aller faire un petit dîner. Si vous voulez venir chez moi tout à l'heure, ce serait un plaisir. On n'est pas là pour faire ce genre de... Non, mais c'est pour échanger sur la bultologie. C'est-à-dire que nous avons ici un personnage qui a une réelle passion. Pour revenir à l'ouvrage de Monsieur le Seigneur Montemello, dont son dernier ouvrage publié aux éditions La Rochefoucauld, c'est ça ? Si, voilà. c'est ça. Ce qui m'a touché, c'est que lorsque vous aviez cette analogie sur l'enfant pauvre aux pieds nus qui marche de façon rédhibitoire avec une bulle de savon autour du cou, c'est une roche rare, comme le nobium en Amazonie centrale. Au même titre, elle nous est apparue au Quaternaire. Elle a des origines de la nébuleuse Galca, à 400 années-lumière de notre galaxie. C'est quelque chose qui nous est apparu par les météorites, bien sûr, et cette roche précieuse a des vertus à la fois du savon qui, dans la bultologie, nous apporte, vous savez, ces irisations arc-en-ciel. Voilà. Et donc la fédération de Muka nous a apporté un regard différent au niveau de la science de la bultologie, notamment Herbert III de Vermandois qui nous a apporté son mémoire sur l'état de la bultologie au 7e siècle, qui nous a fait des découvertes admirables. Près de la rue de Lubeck, je crois. Entre la rue Lubeck et la rue Zodiac. Il y a eu un centre commercial, là, je ne sais plus quoi, le Manchester Café. Oui, alors, qui est en train sans nommer de nom, directement les archéologues ont dans les fondations, ouais. Dans les fondations, on a trouvé justement une météorite de cette pierre en état brut de 449 kilos, ce qui était quelque chose de phénoménal. Et à l'époque, ça a fait l'effet d'une bombe à la fois médiatique, parce que c'était la première fois que des archéologues se penchaient sur ses vertus médicinales, à la fois pour guérir des formes de cancers rares, et également des cancers de la peau. Voilà, donc c'était quand même vertu lithothérapique extraordinaire pour cette pierre. Chromatique. Donc la bultologie, pour en revenir à ça, pour le Kidam qui nous écoute, c'est quand même une science à multiples facettes. On est passé de la médecine jusqu'à l'astrologie. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous ouvrir sur des horizons scientifiques différents. Notamment la chromosomie, voire la chromatophorie. Et je dirais que c'est quelque chose qui nous emmène vers des fois des championnats qui peut avoir affaire à la natation. Alors ça, c'est les eaux lourdes également de la natation dans le championnat en 94. Questions d'éthique qui ont eu des énormes répercussions sur la santé des participants. Donc voilà. Vous, Montemello, ça vous... moi, critiquez les cantines populaires que propose... Non, je critique le fait qu'il utilise le fait d'utiliser les cantines populaires pour développer la possibilité de développer une crypto-monnaie qui est une monnaie qui est virtuelle totalement et que nous ne cherchons même pas à utiliser aujourd'hui. Nous sommes complètement aveugles de tout ce que nous souhaitons développer pour sensibiliser les réels problèmes sociaux. Pour vous, ces cantines connectées sont complètement déconnectées de l'économie réelle et vous, ça vous fait quelque chose.
quoi. C'est-à-dire que si, ça n'a pas de sens pour vous? Si, c'est une insulte totale à tous les animaux de compagnie de toutes les femmes au foyer de la France. Ça, c'est terrible. Vous en avez fait une série de documentaires? Si, j'ai pris en photo ouais. 496 286 animaux de compagnie des femmes au foyer qui venaient de se faire battre par leur mari. Ce qui est une tragédie, hein, je tiens à le dire. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas oublier cette représentation de la femme adouken qui vient militer, qui vient chercher, oui, qui vient dire. Si, absolument. Et il faut se battre contre ça. C'est important. Non, alors c'est justement intéressant parce qu'il allait parler des fractales de Mandelbrot, qui sont la frontière inaccessible par définition. Et c'est là qu'on rejoint le sujet de la bultologie, c'est qu'on a une frontière qui définit une limite, mais qui n'est jamais atteignable. La tradition africaine nous enseigne jusque la deuxième moitié du XIXe siècle que la frontière est immatérielle. Elle est définie plutôt par un espace d'échange interculturel. Ce n'est pas une frontière stricto sensu. C'est un échange où des peuples de communautés linguistiques différentes viennent commercer, échanger, et cet espace est plutôt un espace d'appropriation culturelle. Les populations mandingues, par exemple, dans le Grand Ouest africain, avaient, avec les peuples Peuls, voire les peuples Longoré, une tradition linguistique qui leur permettait également de pouvoir traverser un fleuve, une rivière, aller dans la hutte du chef pour pouvoir échanger et définir culturellement, immatériellement, une frontière qui aujourd'hui n'a pas de sens. Monsieur, mais enfin, vous êtes complètement arrière. Bon, alors on va faire un dernier tour de table pour la première partie de cette émission. De la bultologie qui reste jusqu'alors une énigme, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir car les générations actuelles étudient de plus en plus les contextes problématiques de la bultologie dans leur entité. Je pense que bientôt Igor Potapovitch, qui est notre grand maître à tous, a trouvé des solutions, nous a montré la voie et je pense que nous irons bientôt à des analyses qui nous permettront d'avoir de grands débats. Alors justement, vous avez évoqué son nom, Igor Potapovitch. Nous avons effectivement contacté Igor qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, qui n'est pas il était disponible. empêché apparemment. Voilà. Mais il nous a quand même au téléphone, on a fait une petite interview, donc on a pu avoir quelques mots. Alors on va lancer une bande. L'interview de Igor Potapovitch. Avec grand plaisir. On clora cette première partie d'émission. Quel bonheur. Grand plaisir. Alors, nous avons ici, je crois, la bande. Alors. Voilà. Alors, je fais la traduction en temps réel, évidemment. Alors, bonsoir, oui. Je suis Igor Potapovitch, donc historien. Donc j'ai étudié à Sarajevo en 1982 la praxéologie de l'histoire. Alors je me suis intéressé tout d'abord à l'histoire du saut à la perche. Et c'est là qu'effectivement, en discutant avec l'entraîneur de l'équipe soviétique, j'ai entrepris d'aller visiter le laboratoire d'anthropologie. Et j'ai commencé ma thèse effectivement sur les écarteurs et les sauteurs, donc dans les milieux vaseux. Non, alors, c'est vraiment quand on a essayé de me sortir de là que j'ai compris l'importance en fait de la bultologie. Et donc j'ai décidé d'écrire ma seconde thèse sur le sujet. Alors, tout se base sur les travaux de Démosthène et de Plutarque. J'ai étudié les récits du corps expéditionnaire philippique envoyé à Euboulos pendant la guerre macédonienne, où Thrace est intervenu pour sauver les Athéniens d'une situation très dangereuse.
Et bon, ils avaient décidé de mener la bataille à la base dans le Chalcidique, hein, donc qui est un endroit assez mal monté pour la bagarre. Donc la majorité du peuple de Sparte a suivi son roi Démosthène dans les ravines, ce qui était une erreur tactique majeure. Ah, c'est là, vraiment, ça a commencé à charcler, quoi. Il y avait des kérouks, il y avait des chars, des éléphants. Bon, le pouvoir macédonien en place a vacillé. Et puis Philippe d'Olynte en 349 arrive avec une charrette de poudre à canon et débloque complètement la situation. Voilà. Finalement, il réussit à inverser la tendance de la bataille en faisant s'écrouler la façade nord de la falaise sur laquelle était amarré l'ensemble des navires de Sparte, ce qui a permis à Philippe II de Macédoine en 351 de remporter la bataille finale. Alors, pourquoi la bultologie, vous iriez me dire, intervient dans ce sujet ? Les tyrannoctones ont étudié les étoiles il y a 5000 ans et ont observé les toutes premières traces de symétrie centrale à point sphérique. Et à partir de là, vraiment, là, j'ai saisi le sujet, j'ai étudié tout ce qui avait une symétrie centrale. Et j'ai découvert que ce qui était la bultologie était elle-même au centre d'une œuvre beaucoup plus grande. Et bon, et là, pour l'instant, je suis coincé là, je sais pas quoi faire de plus. Voilà. Mais n'hésitez pas à me rappeler plus tard. Au revoir. Le prochain colloque, si je peux me permettre, qui aura lieu à Rio en 2021, lors de la congrégation des bultologues. Tous ces débats sur l'internationalisation de la bultologie ou non, quid de l'avenir de la bultologie, seront évoqués bien sûr lors de ce colloque. Et le synchrocium de tous les scientifiques pourront débattre de ces procédés dans des actions plénières qui pourront statuer sur le cours en place. Mais le cours de quoi ? Alors, les questions qui seront évoquées à l'ordre du jour seront, bien sûr, la bultologie peut-elle s'appliquer au féminin, bien sûr, hein, car on a de plus en plus de collègues féminins qui peuvent prétendre à des postes, notamment de maître de conférences, etc. La bultologie peut-elle s'appliquer également au milieu animalier, les zoos, etc., les ventes d'animaux, notamment dans les pêcheries, etc. Et la bultologie peut-elle s'appliquer également au pluriel, donc pluriel, à la PMA, etc. Tous ces faits sociétaux qui pourront s'appliquer à la bultologie dans les années à venir. Alors oui, vous avez été membre de la commission paritaire de la 3e chambre du peuple, effectivement, de correctionnel du tribunal de grande instance du Conseil d'État, qui d'une part a décidé d'annuler le jugement numéro 17504 du 20 mars 2018. Du 20 mars 2018, exactement. Le tribunal administratif. Par défaut de procédure, donc il manquait effectivement des pièces justificatives. Beaucoup de défauts, effectivement, à cette soirée-là. Alors c'est ce qui a permis d'annuler le jugement en premier lieu. Premier ressort, en deuxième ressort et en troisième ressort. Donc effectivement, les pièces à conviction ont été perdues par le juge du fond. Alors il ressort que les pièces du dossier soumis au juge de fond de la société anonyme ont été personnellement requises par le procureur de la Martinique, qui a rejeté la demande en cours, statuant sur une le bien décharge, fondé du Code général des impôts, que la taxe foncière évidemment a été plafonnée à 50% des revenus de l'alinéa 1516 du -6 du Code civil de la base d'imposition. Tout à fait. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés à devoir statuer sur les circonstances de l'espèce, donc de mettre à la charge de l'État le jugement commis par erreur en ayant connaissance des impositions réclamées définies à l'article 1388 au préalable par l'annulation d'un jugement d'attaque de la société La Suite Villa qui s'est retrouvé en recouvrement suite à une erreur de tractopelle. Alors qu'il considérait que le jugement était déjà statué de façon plénière lors du recours. Voilà.
Et donc finalement, vous avez eu ce grand pouvoir décisionnel, ce qui vous a placé donc dans une situation assez inconfortable vis-à-vis de... Assez inconfortable à la fois à la vie de notre public, qui nous suit régulièrement, parquet, et puis le parquet qui a également rejeté l'appel en cours, ce qui nous a mis en porte-à-faux, il faut le dire, en tant que bultologue, ce qui a retardé également l'échéance du prochain colloque de Rio 2022. Oui. J'ai publié une théorie analytique sur la domancie, de la domotique de la lecture transversale, qui me permet d'avoir une approche à la fois littéraire comme sociétale sur mon approche globale de la bultologie. C'est quelque chose qui va me permettre, dans un premier temps, d'avoir une préscience sur mes écrits. Et dans un deuxième temps, lors de ma relecture, avant d'envoyer mon manuscrit à mon éditeur, nous rapprochons des traducteurs pour voir si la bultologie est également transversalement traductible en diverses langues, notamment le russe, parce que vous savez que notre cher interlocuteur tout à l'heure au téléphone a été l'inspiration générale de l'ensemble de nos œuvres. Donc voilà, c'est une théorie qui s'applique également à mes écrits au quotidien. Très bien. Merci. Mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir à l'avance ce que vous allez écrire en fait ? Alors ça me rapproche. On peut décider de faire autrement. Est-ce que vous le voyez si vous décidez de faire autrement ? Alors dans une approche sphérique, il y a donc une médiane. Alors expliquez-nous un peu dans les détails pour qu'on puisse comprendre. Donc c'est le programme de CE2. La médiane, c'est celle qui rapproche le disque de son centre. Et vous avez également donc une sphère qui, sur chaque point d'une sphère, au compas, vous pouvez également rapprocher tous les points linéaires qui vont les rapprocher plus d'une forme oblongue, voire d'une forme